attaquer notre deuxième chapitre, qui est la gestion de la complexité, mais également ensuite de la maintenance du patrimoine de test. Donc la complexité actuellement, c'est un problème qui est croissant, hein. On le voit, l'industrie s'oriente vers les systèmes de systèmes. Avant, on avait des systèmes isolés, certes déjà avec une certaine complexité, mais maintenant ils collaborent ensemble, hein. C'est le cas par exemple sur le domaine militaire avec le combat collaboratif. On peut avoir des équipes au sol, des équipes en vol qui doivent échanger des informations. Et donc le test, naturellement, va devoir suivre cette évolution de la complexité. Et on va avoir un point d'attention particulier qui est gérer correctement la combinatoire. Et la combinatoire, par exemple, d'exigence fonctionnelle. Donc je vais repartager mon écran pour vous montrer la deuxième vidéo pour les cas d'usage. Et on va pouvoir découvrir tous ensemble comment dans Yest on peut maîtriser la complexité et optimiser la maintenance. Donc en repartant du modèle précédent, on va à présent s'intéresser à ce qu'on appelle dans l'outil les données de conception. Ces données nous permettent de prendre des décisions par rapport aux états du système. Dans notre modèle, la première donnée que nous créons est celle liée au niveau de batterie, avec deux valeurs distinctes, une batterie suffisante et une batterie qui est basse. Donc on pourrait être surpris à ce stade de ne pas avoir des valeurs. Euh, Ce sont bien des paramètres littéraux, hein, qui sont différents de variables discrètes qui sont utilisées en programmation, par exemple, hein. On n'est pas en train de manipuler 45 et 20% de batterie. Ce sont des valeurs littérales issues de la conception de haut niveau et qui vont permettre ensuite de discriminer dans les scénarios de test les différentes situations, les différentes étapes de test. Elles sont liées à un élément très important de Yes qui s'appelle les tables de décision. Ce sont dans ces tables de décision qu'on va pouvoir décrire les différentes étapes de test et qui vont matérialiser des alternatives de scénarios qui vont prendre des embranchements différents dans notre modèle de test. Comme montré à l'écran, on va s'appuyer sur la donnée de conception. S'il y a suffisamment de batterie, on va pouvoir faire la commande de vol manuel, et sinon, on va devoir se reposer sur le sol. La colonne d'objectifs que vous avez actuellement à l'écran, c'est une colonne qui permet de faire du nommage dans les scénarios de test générés. Mais très important, la possibilité, et j'ai même l'obligation, d'avoir une traçabilité et un lien avec l'exigence. Donc on va pouvoir importer ces exigences. Dans notre démonstration, donc comme je l'ai mentionné, on s'appuie sur l'outil ALM Polarion. On va pouvoir se connecter directement à l'API Polarion pour aller récupérer la liste des exigences du projet Vortex qui vont apparaître dans un arbre dédié au niveau de l'IHM. Et ensuite, le testeur peut simplement, via une mécanique de drag and drop intuitive, faire le lien avec les différentes étapes de test sur lesquelles il est en train de baser sa conception. Donc le modèle est enrichi au fil de l'eau. On va positionner table de décision aux différentes étapes de test et aux différents points de choix. Donc là, c'est ce qu'on a à l'écran. On continue à itérer sur notre cas de vol manuel et on finira par traiter le cas d'autotest et de safety, de mise en safety du drone, toujours en lien avec les exigences. Ici, on voit, on est au niveau de l'exigence 515. La génération de tests, évidemment, c'est le but avoué aussi de cette modélisation. La conception, c'est important, mais ça nous sert évidemment à générer tous les scénarios, et plus tard, on verra les scripts de test. On a plusieurs modes dans l'outil. On a un mode simple qui est frugal, mais qui vise à vérifier que chaque d'étape de décision est évaluée au moins une fois lors de la génération et du déroulé des différents scénarios générés. Mais l'outil propose aussi des modes plus exhaustifs qui sont basés sur la combinatoire. Donc des produits cartésiens entre tables de décision ou des produits basés sur des données d'intérêt qui sont par exemple les exigences. On peut demander à Yest de générer, comme on le fait à l'écran, l'ensemble des scénarios de test qui permettent de couvrir toutes les exigences qui ont été tracées au niveau du modèle. L'outil, sur notre exemple Vortex, a produit trois scénarios différents. Un premier scénario où l'intégrité du drone échoue dès le début du test. Donc on voit que Yes présente à main droite le sous-ensemble du modèle qui est exercé par le scénario généré. Et en partie centrale, on voit les différentes étapes de test avec les actions que le testeur doit effectuer et ensuite ses résultats attendus. Le deuxième scénario concerne
un décollage réussi, mais une batterie qui devient basse, qui oblige le drone à se poser. Donc on voit la branche de modèle sur la droite et en partie centrale, encore une fois, les différentes étapes de test. Et le dernier scénario take-off, c'est le scénario nominal, en fait, où tout se passe correctement d'un point de vue fonctionnel, et on va pouvoir se poser. En plus de vous présenter d'un point de vue graphique les éléments de modèle impactés par un scénario, on peut également avoir différentes vues, dont la vue qu'on va voir dans quelques secondes, qui permet de mesurer les différentes exigences couvertes par les étapes de test. Donc c'est une vue qui est très importante pour s'assurer de la complétude du travail par rapport à la couverture des exigences qui est attendue. Une fois tous les scénarios de test générés, ils peuvent être bien sûr réexportés vers les outils de test management. Ça peut être un couple très célèbre, Jira et X-Ray, qui est très utilisé par exemple en informatique de gestion, ou encore vers un outil plus spécialisé comme Polarion, qui est le fil conducteur de notre démonstration. Et pour ça, on utilise un feature de Yes qui est important, qui s'appelle le Publisher. Bruno l'a évoqué il y a quelques minutes, qui peut être customisé pour répondre aux besoins d'export spécifiques. Donc, comme on voit sur l'écran, on va devoir configurer quelques paramètres pour pouvoir publier correctement vers Polarion. Et ensuite, automatiquement, Yest va publier une suite de tests qu'on va retrouver directement dans l'outil ALM avec la traçabilité vers les exigences fonctionnelles. C'est dans l'outil ALM qu'on vérifiera la couverture de test, la couverture de requirement, c'est lui qui reste en maîtrise, je dirais, des métriques de couverture. Voilà, donc là on est dans Polarion, on a géré une test suite automatiquement, et dans cette test suite, on va retrouver toutes les étapes de test et tous les scénarios que l'on a générés précédemment grâce au modèle Yest. Et là, on voit à l'écran la traçabilité. On peut ouvrir depuis un élément d'une test suite, un requirement, et voir ensuite quelles sont les étapes, quels sont les liens de traçabilité, etc., etc. Deuxième sujet important, la maintenance. Donc là, on a vu comment, grâce à une bonne combinatoire, avoir une couverture étendue des exigences fonctionnelles. Mais on a également souvent un coût caché dans les activités de test pour les projets, c'est d'avoir à faire évoluer le patrimoine de test lorsqu'on a des incréments fonctionnels, des modifications d'exigences fonctionnelles. Et on a une métrique très forte par rapport au retour d'expérience qu'on a mesuré sur les projets de nos clients. On peut obtenir jusqu'à un gain de temps de 60% en déployant le NBT et Yest sur les projets. On va continuer à regarder ça de façon très concrète au niveau de la démonstration. Donc, on repart sur notre projet. On fait un incrément fonctionnel qui est le couplage d'un radar dans une approche, par exemple, système de système, où maintenant le drone, pour pouvoir se poser, va devoir demander une clearance au radar pour vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle au sol. Afin de pouvoir se poser. Donc on va créer une nouvelle table de décision qui va vérifier justement que le radar donne le go ou no go, KO, OK, et on va pouvoir naviguer, créer une navigation supplémentaire dans le modèle et couvrir une nouvelle exigence. Comme vous le voyez actuellement à l'écran, Yest détecte automatiquement les changements quand on fait des évolutions de modèle, et il va nous proposer une propagation automatique de ces changements. C'est important, ça permet de garder la cohérence du modèle et éviter des reprises manuelles qui seraient consommatrices de temps quand on utilise une base documentaire pour son patrimoine de test, et puis qui sont potentiellement hasardeuses, parce que bon, on est tous des êtres humains, on peut mettre un changement à un endroit et oublier de mettre à jour d'autres tests. Une fois que la propagation est faite, on peut continuer à itérer sur les différents scénarios, et on verra dans la partie gauche du projet dans Yest que les scénarios déjà générés peuvent être impactés, ils deviennent orange. C'est ce qu'on voit actuellement à l'écran. Un scénario orange n'est plus conforme avec le modèle qui a évolué. Excusez-moi. Et donc, encore une fois, l'outil nous assiste dans la correction automatique de ces scénarios qui permettent de se mettre en conformité par rapport aux évolutions de modèles. Donc ça, c'est pour la partie pure maintenance, mais évidemment, on a aussi une notion de test supplémentaire. On a modifié le workflow, on a de nouvelles stratégies de test, on peut relancer une génération et on voit que l'outil a généré un cas de test supplémentaire qu'il a appelé Takeoff 1,
qui va tenir compte de la nouvelle branche qui permet d'obtenir la clearance du radar pour se poser ou pas. Une fois que ce nouveau scénario a été régénéré, on va le republier évidemment. On va le remettre en synchronisation avec ce qu'on a dans l'outil ALM. On va voir que la publication est intelligente et incrémentale. On ne republie pas tout. On va publier uniquement le delta et on va pouvoir ensuite, une fois la publication terminée, se reconnecter à Polarion pour bien vérifier que on a bien le nouveau test 539 là à l'écran qui couvre l'exigence qui est reliée à la clearance du radar. Voilà. Je vais de nouveau repasser la parole à Bruno pour qu'il nous éclaire sur son expérience liée à une vérification plus poussée grâce à la combinatoire et puis pour qu'il nous parle également de ses contextes de maintenance chez Thales. Merci à toi Bruno. La complexité de nos systèmes vient d'abord des dizaines de modes qui sont embarqués, qui sont implémentés dans nos systèmes. Pour chacun de ces modes, ils viennent piloter de nombreuses chaînes fonctionnelles. Ces chaînes fonctionnelles ont des dépendances entre elles, des cas de compatibilité, des cas d'exclusivité. Les fonctions qui composent ces chaînes fonctionnelles pilotent des moyens matériels via de nombreuses interfaces qui peuvent connaître des pannes, des défaillances temporaires. Donc, c'est autant de cas dégradés supplémentaires. Ces logiciels, évidemment, on gère de la variabilité, donc euh, ils peuvent être installés sur différentes versions de l'avion, en différentes confs clients. Voilà, tout ça, au total, vient faire exploser la combinatoire de tout ce qu'on devrait vérifier. Pour gérer cette complexité, donc on propose la démarche model-based testing. Et donc, le plan de test, il est découpé en objectifs, ça c'est classique. Mais après, en regard de chaque objectif, on vient proposer un modèle de test. Il faut savoir qu'un modèle de test, c'est entre une demi-journée pour les plus simples à 2 jours pour les plus complexes. Donc, ce n'est pas un coût supplémentaire pour l'activité de test. Hein. C'est vraiment une opportunité sans surcoût au-delà de la mise en place, que ça on en reparlera peut-être. Donc, première étape, du coup, à partir de ces modèles, on est capable de générer nos cas de test avec le choix de combinatoire adéquat en fonction du niveau de test, évidemment. Si on a des grandes capacités, des grandes bandes passantes sur des PC, par exemple, et bien là, on va multiplier la combinatoire. Et puis, dès qu'on va s'approcher des tests systèmes où on a un ou deux prototypes, évidemment, là, il faudra prendre en compte la durée de la campagne qu'on va produire. Ça, c'est pour la remontée du cycle, mais aussi on produit des cas de test pour la descente du cycle, qu'on en a un petit peu parlé, puisqu'on fait de l'early validation sur les concepts opérationnels. On en refait aussi sur les modèles comportementaux Simulink. Et puis, si vous disposez d'un clone numérique, on peut aussi publier pour ce clone à la descente. Donc, ça veut dire que l'activité test maintenant commence vraiment très tôt, dès le début, et on tire un crédit du test au plus tôt. Ça facilite nos revues. L'articulation intellectuelle d'un ingénieur système, elle est basée souvent sur des modèles d'analyse fonctionnelle. Et donc, pour lui, pour cet ingénieur système, relire un modèle de test, c'est du normal work pour lui. Il reconnaît tout de suite, quand on lui pose un modèle, de quelle capacité on parle, et il a tout de suite un regard critique sur la façon dont on a compris et donc modélisé la capacité dont il est la source de la conception. Donc, on check la couverture de test des exigences ou du besoin sur le modèle. On fait l'analyse aussi de la complétude de cette traçabilité sur le modèle. Ces revues, qui sont donc facilitées, généreuses, sont devenues plus efficaces. On a des remarques bien plus pertinentes des ingénieurs systèmes. Et ça génère aussi, je dois le dire au passage, beaucoup de satisfaction pour l'ingénieur de test, finalement, qui est maintenant une relation beaucoup plus symétrique avec le prescripteur, avec l'ingénieur système. Donc, c'est notable. On a parlé de l'early validation, oui. Sur la notion de métrique, donc, comme je le disais un peu plus tôt, on a soigné notre point de peine sur la combinatoire. Donc, on intercepte l'effet technique qu'on interceptait
peu avant sur la combinatoire et qui est plutôt vue après en essai en vol, et bien maintenant, on les intercepte. On ouvre 20 de faits techniques supplémentaires. C'est bien cela qui nous manquait. Et on le sait parce qu'on fait une analyse systématique. À chaque fois qu'on ouvre un fait technique, on se pose la question, est-ce qu'on l'aurait vu sans la démarche model-based testing? Donc, on les tag spécifiquement. Donc, on sait bien le volume de faits techniques supplémentaires qui est associé à cette méthode de la classe 20. Donc, nos tests sont mieux ciblés, ils sont plus couvrants. Donc, ça, c'est très bien. On remarque aussi, au passage, que nos tests sont prêts plus tôt. Je vous l'ai dit, hein, faire un modèle de test, c'est court. Donc, on produit des test cases bien plus tôt. Et donc, on intercepte les défauts. On intercepte plus, ouais, on intercepte plus tôt aussi. Ce qui veut dire que si on compare la démarche sans modèle-based testing ou avec, en fait, à mi-parcours, à la mi-temps de notre phase d'intégration et vérification, on a ouvert, avec la démarche model-based testing, tous les faits techniques qui étaient attendus sans model-based testing. Donc, grosso modo, voilà, on produit le fait technique 2 fois plus tôt. Ça, évidemment, c'est notable parce que ça laisse plus de temps aux métiers, aux autres métiers d'aller corriger ces faits techniques et nous de refaire un run supplémentaire pour vérifier que les corrections sont valides. Sur l'axe maintenance, il y a deux cas pour nous, hein. Il y a le cas de la prise en compte de faits techniques, hein, sur l'aspect ou sur le logiciel lui-même. Et donc, ça nous aide considérablement, l'approche modèle centrique, à identifier l'analyse d'impact, à faire l'analyse d'impact. Voilà. Euh, on le mesure que c'est plus rapide qu'avant. Si on corrige un fait technique ou si on prend en compte une évolution sur l'incrément fonctionnel et donc sur notre modèle de test, eh bien, on bénéficie, comme Pierre-Henri l'a montré, de la régénération. On régénère tout ou partie de la campagne. On ne maintient plus la campagne, on maintient que le modèle. Et puis, ça nous rajoute la capacité maintenant de faire des campagnes dédiées. Si on travaille sur un incrément, eh bien, on vient bien identifier dans le modèle la variabilité liée à cet incrément et on va demander à l'outil Yes de produire une campagne sur l'écart entre l'incrément N-1 et l'incrément N. Ça, c'est très intéressant pour les développements incrémentaux, qui est maintenant notre nouveau standard. Je dois aussi noter à la volée que ça facilite l'engagement des centres de services. Les ESN, on sous-traite évidemment une partie de l'activité. Et donc, maintenant qu'on a bien ségrégé la phase de conception de la phase implémentation, autocodage, etc., eh bien, Thales peut conserver la phase au cœur du métier qui est la conception du test et on sous-traite au forfait sur unité d'œuvre les autres phases, implémentation, génération de la combinatoire, génération des scripts, mise au point et introduction des scripts mis au point dans la campagne.